Bonus. Trax. Bonsoir. Oh bah il y a personne en caméra. Si vous avez encore changé de lien, du coup il va falloir que je vous remette. Mais Bonjour non, à tous. Non mais Coucou. vous remarquerez que je reconfigure jamais ma caméra parce que moi je garde un onglet qui est tout le temps le même onglet. Dio Ninja sait que je garde cet onglet et voilà. On y a pas de suivi problème le entre lien nous. que tu nous as envoyé. Hein. Déjà faut que je vous le renvoie à chaque fois alors que c'est littéralement le même lien. Attends, moi, il est sauvegardé sur un bloc-notes. Le même, hein. Il n'y a pas... Ah, attends. Hello Guigui. Bonjour à tous en attendant, bienvenue sur Coin Pop pour un nouveau coin lecture où nous sommes ce soir 3. Et c'est pas pour ça que ça sera forcément plus court, parce que j'ai des choses à dire. Et donc nous sommes 3, mais nous sommes toujours avec Corée. Salut Corée. Salut. Et Marie-Paul, salut. Salut. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous nous entendez dans le chat? Super. Eh bien, écoutez, ça va. 2 enregistrements de suite sans annuler ou décaler. Franchement, je pense qu'on est on fire. C'est bon, on est Et moi, reparti. j'ai Hein. envie de te dire, 2 enregistrements d'affilée où tu fais la com. En T'as plus. vu ça? T'as vu ça? Et où le stream est prêt avant. Ouais. Et Pour où la tout partie que je était peux faire prêt moi-même. avant 18h, s'il vous plaît. Quoi. Et où tout était prêt avant Tout était 18h. prêt, ouais. Franchement, je suis fier de moi aujourd'hui. Sachant qu'en plus, Là, je suis tu dans vois une pas, semaine mais on te quasiment jette full des podcast, paillettes. parce que j'ai enregistré hier, j'ai enregistré 6h30 de podcast hier. Vous avez pas fait un cheat list hier? Si, il y avait Shitlist et l'après-midi, j'ai enregistré J'étais en stream plus enregistrement de podcast sur Stargate. Et on a enregistré 4h30, je crois. Du coup, j'ai passé ma journée devant cet écran. Est-ce que je vous déteste pour cheat list ou pas? Pour avoir fait Nope, personne l'a mis dans la shitlist au sein de l'équipe. Ah, donc, alors ça va. on était 4, personne l'a mis dedans. Je vous donc, cancelle pas. Là. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur des Jordan Peele, c'est mon préféré des 3. Je suis d'accord. Je trouve Get Out très bien, mais surestimé, et Us un petit peu trop... je sais pas, il y a un moment quelque chose qui se perd dedans. Même si j'aime les 3, mais je préfère largement Nope. Ouais, il est sur ma rewatch de ce mois d'octobre, le Us, justement. Ouais, je l'ai revu il y a pas longtemps, faudrait que je regarde que je revoie Get Out un jour. Bon, écoutez, on a quand même 3 lectures à faire. Cette semaine, on commence avec Marie-Paul. Je sais pas, vous avez dû le comprendre à l'ordre des slides. Et Marie-Paul, on est encore sur une BD, moi aussi. Ouais, exactement. Vous avez échappé à un contenu encore plus déprimant que celui dont je vais vous parler ce soir, parce que je me suis dit que c'était un sujet assez compliqué, mais néanmoins, je vous en parlerai quand même juste vite fait à la fin. Donc ce soir, j'avais envie de vous parler de Randy Shields, donc qui est sorti chez Glénat très récemment, je sais plus quand exactement, il y a moins d'un mois je crois, qui est donc scénarisé par Clément Xavier et dessiné par Héloïse Chauchois. Héloïse Chauchois, dont j'aime beaucoup le boulot, qui fait souvent des boulots de bande dessinée, ce que les gens appellent du réel, je déteste cette appellation, mais voilà, elle a une formation scientifique, ou en tout cas elle est formée pour pouvoir faire de la vulgarisation en dessin, et c'est hyper intéressant parce qu'elle a une approche qui est vraiment fine et à la fois elle arrive à démêler des sujets hyper complexes. Elle avait fait une BD sur le sujet de l'ADN l'année dernière, elle en avait fait une sur un sujet physique il y a quelques années dont j'ai oublié le titre malheureusement, mais voilà, c'est une autrice que j'aime bien sûr évidemment quand on aime ce genre de bande dessinée, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc là, dans cet album en fait, Randy Shields c'est donc une personne qui a existé, donc c'est une biographie qui n'est pas du tout exhaustive à mon avis, mais qui se concentre sur ses tout débuts en tant que journaliste dans les années 80 aux États-Unis, à San Francisco. Ça faisait des années qu'il rêvait de percer, de bosser dans un journal gay, puisque c'était un homo, et il avait envie de travailler sur des sujets qui le concernaient, et notamment bien évidemment à l'époque le fameux, ce qu'on appelait entre guillemets le cancer gay, qui est donc le sida aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment appelé le cancer gay, et donc ça a été vraiment un des tout premiers à faire un travail d'enquête assez poussé sur le sujet. Il avait été notamment reconnu avant pour son travail sur Harvey Milk, qui était le premier maire homo à être assassiné.
quelques années auparavant, et donc c'est comme ça qu'il était arrivé à travailler au San Francisco Chronicle. Et donc là, l'album commence, c'est très festif. Tu peux passer sur le slide suivante, Manu, s'il te plaît. On voit tout de suite, c'est très coloré. On est en pleine Pride, qui s'appelle peut-être pas la Pride pour la première fois. Pardon, je l'ai lu il y a un mois et demi, donc j'ai plus le nom exact en tête. Et voilà, donc c'est hyper coloré. Ils font la fête. Lui, il traverse, il croise un mec qui est habillé en Jésus, il a un peu une espèce de, mon Dieu, une illumination, je croise Jésus dans la Pride, enfin voilà, bref, le début de l'album est assez, pas déroutant, mais voilà, on est un peu plongé au cœur de ça, et puis après on rentre dans le vif du sujet, à savoir qu'il y a un gars qu'il a au téléphone et qui lui dit « J'aimerais vous parler de la maladie dont je suis atteint, c'est mon anniversaire, ce tel jour on va pouvoir se parler à l'hôpital, manque de bol, il arrive, il se parle un peu au téléphone, donc la personne lui explique ses symptômes, qu'est-ce qui s'est passé, et il se rend ensuite à l'hôpital, Randy, et cet homme est malheureusement décédé parce que voilà, une fois que le virus du sida est déclenché, à l'époque c'était vraiment ça pouvait être très rapide, en l'occurrence. Parfois, ça pouvait durer des années et parfois pas. Bref. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il commence à enquêter. Donc, il va avoir le CDC, qui est le Center, je ne sais jamais, Center for Disease Control. Ouais, voilà. Il essaye de comprendre, en fait, quelle est cette maladie, d'où ça vient, comment est-ce que ça s'est déclenché, etc. Donc, tout ça, à travers tout un travail de recherche, il remonte dans les fameux sauna gays, dans les communautés, il se rend compte qu'il y a un mec qui était comment on dit, steward pour une compagnie aérienne, qui est un Canadien, qui a fait beaucoup de rencontres de plein de mecs différents, et pour lui, dans son enquête, dans sa tête, ça devient le patient zéro. Donc voilà, donc c'est tout son travail en tant que lui journaliste, en tant que homme gay, en tant que personne aussi dans la communauté gay, qui a des amis qui tombent malades et qui, malheureusement, je crois que c'est une période très très noire pour toutes les personnes qui étaient dans la communauté gay à l'époque, et même bien évidemment les autres personnes qui étaient leurs amis, leur famille autour. Et ce travail d'enquête, donc c'est assez intéressant parce que voilà, évidemment on retrace un peu, ça permet aussi aux personnes qui sont pas forcément informées sur tout ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, le traitement médiatique aussi qui était catastrophique, la stigmatisation, la discrimination, les gens complètement abandonnés, qui mouraient seuls dans l'hôpital, c'était vraiment très 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 dur, qui est retracé dans cet album. Le seul regret que j'ai de cet album, c'est qu'à aucun moment il n'est dit que l'information comme quoi Gaëtan Dugas est le patient zéro a été débunkée. En 2019, ils ont prouvé qu'en fait non, ce n'était pas le patient zéro, et que donc il a été un vecteur mais c'est suggéré dans le titre, contamination. La fake news du patient zéro, dans le titre. Ouais. Ça parle de la fake news du patient zéro, donc j'imagine que ça implique que ça a été débunk. Ouais, mais ça c'est pas explicité, et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que il y a tout un appareil explicatif à la fin avec des interviews qui sont très intéressantes, et comment est-ce que tu approches ce genre de biographie, quel est ton travail en tant qu'auteurice, etc. Voilà, donc ça c'est le seul truc qui m'a fait un peu tiquer. Néanmoins, ça reste quand même Randy Shields, ça a quand même eu un impact, je pense, sur journalistique sur ce sujet-là. Et c'est notamment quand même grâce à lui que les médias aussi ont commencé à alerter à partir de 82 sur le sida, parce qu'avant c'était juste des entrefilés et on parlait même pas de sida, quoi. Jamais le mot ne sortait avant, quoi. Donc ça reste un travail qui est reconnu et célébré par plein d'institutions, et on sent quand même que derrière le journaliste hyper déterminé qui a envie de faire son travail, il y a un gars hyper sensible et qui doit faire des choix, malheureusement, par moments qui doivent pas être simples, effectivement. C'est-à-dire sa vie perso, sa vie privée qui s'entremêlent, et pourtant parfois c'est sa vie pro qui va prendre le dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment à mon sens un bouquin intéressant sur ce sujet, et que je conseille
évidemment, si on a envie de lire sur ce sujet. J'avais juste entendu parler de son nom, mais j'avais jamais fait le lien entre son travail journalistique et l'émergence dans les médias du sujet du sida dans les médias. Quoi. Il y a Guigui qui demande, c'est donc une vraie histoire. Oui, c'est tout à fait une vraie histoire, complètement. Le mec a existé, il y a plein de photos, et j'ai retrouvé plein d'articles d'époque. C'est hyper intéressant aussi d'aller un peu après fouiller, si on a envie d'en savoir plus sur le sujet, de voir comment est-ce que la presse était rédigée à l'époque. Il a même participé il a été interviewé en vidéo, en audio, etc. Donc voilà, si on veut aller plus loin et si on veut en apprendre plus sur lui et sa vie, etc. Parce que malheureusement lui-même a contracté le sida et est mort dans les années 90. Et voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et en même temps, bien évidemment touchant et triste, mais toujours très coloré. Héloïse a fait un chouette boulot, je trouve, au niveau des couleurs et ça reste quand même flash malgré tout. Il y a quand même il y a une lueur d'espoir dans cette histoire tragique et qui mérite d'être connue de plus de monde que ce qu'elle n'est aujourd'hui. T'avais lu d'autres BD de eux ou pas? De lui, non. Lui, non. Ok. Non, son nom ne me disait rien. J'avoue, je me suis pas renseignée sur qui c'était. Ok. Non, ça a l'air un peu lourd quand même, par contre. Du coup, dans la thématique. Bah oui, c'est lourd, mais c'est un vrai travail historique, quoi. Et je pense que c'est important aussi d'arriver à prendre conscience tout ce que ces personnes ont traversé, tout ce que leur entourage, comment est-ce qu'ils ont réagi, comment est-ce qu'ils ont vécu ça, tout ce qui s'est passé, comment la société les a juste abandonnés, quoi. Enfin, c'est horrible, je veux dire. Après, je pense que peut-être que vous avez vu, je sais pas, la série Pause par exemple, qui en parle aussi. Enfin, il y a plein de séries qui en parlent, mais Pause en parlait d'une manière assez frontale, mais touchante aussi, malgré que ce soit Ryan Murphy. C'est sans doute une de ses meilleures séries. Il a fait tellement de trucs. Il a fait tellement de trucs et beaucoup de trucs pas terribles aussi. Mais voilà, donc c'est hyper important. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse le sujet, vous pouvez aussi suivre. Il y a pas mal d'activistes qui sont porteurs du virus. Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Porteurs du virus VIH, mais qui n'est plus déclenché aujourd'hui, qui n'est plus décelable grâce à la PrEP et à tous les traitements. Aujourd'hui, on peut, si on est sous traitement, ne pas du tout transmettre. On peut vivre normalement, ouais. On peut de toute façon, on peut vivre. C'est pas une raison pour pas prendre de précautions, mais. Normalement, depuis longtemps. Dans les pays riches, on en survit. La PrEP, on peut encore, dans les pays effectivement riches. Malheureusement, il y a plein d'autres endroits où. Et puis c'est pas garanti pour le futur chez nous, on sait jamais. C'est ça. Chut. Rien n'est garanti là-dessus. Voilà. Mais voilà. Et donc sur Insta, vous pouvez suivre. Il y a un compte qui est le Aids Memorial qui chaque jour présente un portrait d'une personne qui a disparu le SIDA parce que ils en parlent aussi dans le bouquin. Donc je trouvais ça hyper intéressant et touchant. Je me demandais, du coup, c'est pas une adaptation d'un écrit existant, c'est vraiment l'auteur qui a fait son travail de recherche, du coup, j'imagine, d'aller récupérer toutes les infos un peu partout, quoi. Ouais, alors après, il a écrit une autobio, Randy Shields, donc de quel moment est-ce qu'il s'est inspiré en tout cas, c'est pas écrit que c'est une adaptation. Ok. Eh ben, on passe à toi, Corée, alors. Avec un roman, cette fois, parce qu'il y a des gens, ils lisent des vrais bouquins. Ah, ça va, c'est une novella. Alors, j'ai laissé le logo caution de droite. Je ne sais pas si tu es adapté sur ce roman ou pas. T'inquiète, rien que pour toi, je fais toujours mes chroniques en fonction de la caution de droite. Très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du bracelet de jade de Miu Ming, qui est paru dans la collection Récif chez les éditions Argile, et c'est traduit par Gwenaël Gaffre. Pour ceux qui ne savent pas, et moi y compris, c'est celui qui a traduit Le problème à trois corps. Ah oui. Ouais. Et l'illustration est tellement magnifique que je tiens à vous le dire, elle vient d'Anouk Fo. Okay. Ah oui. Qui est aussi autrice, non ? Qui est aussi autrice, puisqu'elle a aussi... Elle vient de sortir un nouveau bouquin chez Argile. Elle a sorti un bouquin que j'ai lu en plus, donc j'ai aucune excuse, qui s'appelle La Cité diaphane, que je te conseille rien que pour les illustrations et l'ambiance gothique. En plus, là, t'as ton gilet parfait pour ça, donc voilà. Pourquoi j'ai commencé à lire ce texte ? Eh ben, cette année, j'ai découvert la maison d'édition Argile, qui est rennaise.
Et le but de cette maison d'édition, puisque j'ai regardé un petit peu sur leur site, vous savez que j'aime bien farfouiller, c'est de fonctionner dans une espèce d'économie sociale et solidaire en mettant en avant les autoristes dans la chaîne du livre. Donc autant vous dire que moi j'étais un petit peu paumée avec ma caution de droite. Et c'est surtout que comme j'ai pas beaucoup de renseignements, que j'ai pas trop envie de sortir de conneries, je vais pas vous en dire plus. Donc comme quoi le macaron en fait ça sert aussi à rester un peu feignasse. L'éditeur est hyper engagé et on avait pas mal échangé à l'époque où il avait travaillé sur son contrat d'autoriste. C'est une maison à suivre et qui fait un bon boulot. Ouais. Cette année, en termes de maison d'édition, c'est la Maison de l'Ogre, je crois. Et Argile qu'il faut vraiment surveiller si on veut des écrits un petit peu différents, on va dire. Donc voilà. Et cet été, ils ont ils ont ouvert une nouvelle collection qui s'appelle Récif. Et j'aime beaucoup cette édition parce qu'elle a très envie d'engloutir tous les résultats de mon capitalisme naturel. Donc voilà, pour l'instant, nous avons deux livres, donc 2 novellas. C'est Le bracelet de jade de Miu Ming et l'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoys, que je vous avais déjà chroniqué ici. D'ailleurs, en parlant de Margaret Killjoys, donc ce que j'avais chroniqué, c'était Un pays de fantômes. Et si vous voulez revivre mes folles aventures à cheval pour aller rendre visite à Manu et à Marie-Paul dans un pays anarchiste, soudoyez Manu. Pas trop le principe en général des personnes de droite qu'on se doit, tu sais pas, mais normalement les personnes de gauche on évite. J'essaye, j'essaie de te convertir un petit peu, donc soudoyez Manu. Tout le monde est corruptible en réalité, on le sait très bien. Des anciens épisodes. Et le principe de Récif, en fait, ça va être, et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, c'est que ça va être une collection de tests courts mettant en valeur juste des autrices venues du monde entier et qui écrivent dans l'imaginaire. Donc autant vous dire que ça va être vraiment quelque chose que je vais surveiller activement. Et Miu Ming, par contre, tout ce que je sais d'elle, c'est qu'elle est chinoise et qu'elle vit à New York. Donc soutenez-la pour qu'elle ait une bio correcte sur Internet et que je puisse vous en parler plus tard. Merci tout le monde. Le bracelet de jade, qu'est-ce que ça raconte ? On est en Chine en 1640, pendant la 13e année de l'empereur Chongzhen. La Chine à cette époque, c'est un peu la France après une dissolution de l'Assemblée nationale. Sauf que cet empereur, il a eu la décence d'abdiquer et de se pendre avec son eunuque. Ouais. Toujours s'inspirer des bonnes périodes. Il y avait des principes à l'époque, c'est ce que tu veux dire ? Exactement. C'était mieux avant. Je rappelle qu'on est pour l'abolition de la peine de mort ici. Non, mais il s'est pendu. Exactement. Mais lui, il fait ça tout seul. Là, je peux pas l'en empêcher. Okay. Bon, après, il a pendu son... voilà, mais bon. Son c'est un peu moyen, oui. Bon, après, ouais, bon, on va sauver le nuque, mais l'autre, on va peut-être... Bon, enfin, bon, bref. On n'en est pas encore là dans le récit, hein, ok. Nous, on suit une jeune fille qui va à la fête de la lanterne avec son père, et sauf qu'un vieux, il débarque pour lui offrir un bracelet, ce qui ne choque personne dans le bouquin, sachez-le. Donc là, on va faire l'instant d'Aaron Corey. Si vous êtes un enfant et qu'un vieux vous offre une lanterne dans une fête, n'y allez pas. C'est pas comme dans le livre, voilà, c'est non. Si vous voulez accepter la pendaison d'un empereur, bon, c'est ok tiers, mais accepter des cadeaux d'un inconnu, c'est toujours non. Donc ce bracelet, il va quand même bouleverser la vie de son père, et pas vraiment dans le sens que vous croyez. Pourquoi le bracelet de jade ? C'est intéressant, qu'il est bien écrit, qu'il faut lire, et que c'est les illustrations d'Anouk Faure. Eh bien, parce que c'est une autre forme de récit. Donc, pour rappel, la majorité des histoires, en fait, c'est les théories d'un vieux qui s'appelle Aristote dans la poétique et qui aboutit maintenant aux 5 étapes du récit. Donc, vous avez la situation initiale, Corée essaie de prendre son micro, l'élément perturbateur, on n'arrive pas à régler le son, c'est le bordel. Les péripéties, Manu tente de dire augmente le son. La résolution, j'y suis pas arrivée. La situation finale, Manu va me détester au montage. Bref, pour développer le sujet. J'aime beaucoup le fait que juste après que tu aies dit on va couper le son, ça t'a coupé ton son. Mais, Oui, c'est clair. Oui. Oui, ça sent le vécu, effectivement, Guy. Exactement. Donc pour développer le sujet, allez lire surtout c'est Je suis une fille sans histoire d'Alice Zéniter.
Et si vous voulez des exemples, exactement, c'est la saga des moines et des robots de Becky Chambers. Donc tout ça pour vous dire qu'on ne va pas avoir une grande aventure dans le bracelet Jade, on va juste suivre la vie de cette petite fille et de son père et de ce bracelet qui a des particularités parce que pour ceux qui aiment les maths, il est en une forme de spirale, ça tournicote, comme le S de Superman mais avec beaucoup moins d'effets. Et en fait, on se rend compte que ce bracelet contient un monde en lui-même. Et on n'en sait pas plus parce qu'on le rappelle qu'on est au XVIIe siècle en Chine et qu'ils n'ont pas Internet pour nous renseigner sur toutes les... Ils n'ont pas Google Lens encore. Exactement. Donc, le principe du bracelet Jade, c'est que sans beaucoup de notions technologiques, on a juste des jardins, des mathématiques et un petit peu de folklore, et ben on va vous expliquer de voyages dans le temps et de mondes parallèles. Pour vous donner un exemple, vous voyez Men in Black quand il y a la Terre qui est dans une bille. Bah, j'ai voulu te demander si c'était ça en plus. Eh oui. Donc voilà, c'est exactement ça. Et donc l'autrice va se calquer du coup sur l'époque passée, elle va adapter son récit donc comme si c'était un récit fantastique chinois du XVIIe siècle et elle va nous montrer un récit en fin de compte où on va voyager dans le temps et on va se poser sans arrêt cette question de est-ce qu'on est dans l'ancien monde, donc dans l'ancienne Chine du XVIIe siècle ou si on est dans une Chine parallèle. Principe multivers, tout ça, Loki, allez voir des séries. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on suit du coup toute la vie de cette personne. On voit le contexte politique qui est quand même basé sur l'histoire, puisque j'ai quand même été vérifiée sur mon Wikipédia comme toute personne raisonnable, ou pas. Mais c'est toujours par touche. On voit le contexte politique, on voit les conséquences parce que le changement d'empereur va changer forcément la vie de son père qui est fonctionnaire. Et en même temps, on va voir cette espèce de recherche de pourquoi le bracelet Jade contient un monde en lui-même et comment son père peut le recréer avec les moyens de l'époque, on le rappelle. Voilà. Et bien, je pense que pour en fait une première sortie de collection, ça se pose bien. Parce que on a quand même un récit qui, sous une apparence fantastique, dans le passé, nous parle de science-fiction. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose qui est assez inédit, enfin pas inédit, mais remarquable, au moins pour un bouquin de 150 pages. Et puis du coup, je suis plutôt confiante. En même temps, la deuxième nouvelle, c'est « Et l'agneau égorgera le lion » de Margaret Killjoy. Donc on va retourner dans l'anarchie, ça va être quand même super top. Et puis c'est surtout que le bracelet Jade, en fait, tu peux lire une fois et c'est très bien. Mais ça peut être très bien un livre compagnon parce que comme tu ne suis pas vraiment une aventure, en fait, c'est un livre que tu peux relire une centaine de fois et juste arrêter sur une description, sur un concept, sur une réflexion ou juste sur la beauté de l'écriture parce que l'écriture de Miu Ming est quand même... et le boulot du traducteur aussi, faut pas se leurrer, parce que je lis pas le chinois en VO. Pas encore. et c'est pour ça que je vous dis, en 150 pages, vous pouvez avoir un bouquin que vous aimerez relire, je sais pas, on est en automne, donc tous les automnes, en regardant les feuilles tomber, juste avant un enregistrement du coin pop, et puis et hop, tu vois. Je suis fatiguée. Et voilà. Donc, pour moi, cette nouvelle collection, elle est vraiment à surveiller. Surtout que, oui, je vous ai dit, j'ai vu la deuxième nouvelle. Je pense qu'il tape fort. J'espère que ça va continuer dans cette veine-là. Surtout si ça nous fait découvrir d'autres formes de récits, que ce soit pas toujours la fameuse aventure, que ce soit en SF ou en fantasy. Et surtout nous faire découvrir des tas d'autrices qu'on connaît absolument pas. Parce que moi, personnellement, Miu Ming, je connaissais absolument pas. Et je suis très contente de le découvrir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que l'autre bouquin est aussi traduit par un traducteur ou c'est une traductrice ? Je n'ai pas pu regarder. Si tu veux, je regarde vite fait en meublant un peu. Non, t'inquiète. C'est vrai que du coup, dans ce que j'ai vu, ils citent qu'un traducteur aussi. Et ils citent qu'ils disent même pagination 101 pages. Du coup, comme tu dis 150, je pense que la deuxième nouvelle fait une cinquantaine de pages. Elle est même pas mentionnée, quoi. Je sais pas, bizarre. Ouais, je trouve que c'est dommage que du coup c'est une super collection, j'aime beaucoup la maison d'édition, mais en fait j'ai tilté qu'effectivement c'était un traducteur, donc d'aucuns seront chafouins et diront oui non mais c'est pas la peine d'être une femme pour traduire une femme, et ben en fait si, c'est important, je trouve.
En Ouais. plus, les Après, il y a traductrices peut-être sont souvent... moins de traductrices chinois vers français. C'est peut-être plus ça compliqué à aussi. trouver. Du coup, J'ai vu je que lui, regarderai, j'ai regardé sa sur, fiche. sur Margaret Kid Joyce. Il traduit beaucoup de SF, en l'occurrence, lui. Mm. Donc, Après, je sais pas. l'avantage du Bracelet Jet, c'est que c'est pas très très genré. Dans le sens où, au niveau de la sensibilité, c'est plutôt un conte universel. Oh, bah, ça a l'air bien. Ouais. Ouais, ça a l'air cool. C'est pas trop long, donc c'est bien aussi. Oui. C'est pour ça que tu lis 15 livres par semaine aussi. Ils font 100 pages. C'est facile. Ah, ça va. C'est La facile. dernière fois, je t'ai quand même fait ma grande révélation. J'en avais lu que 2. Mais personne n'est parfait. Oui, bah écoute, un petit coup de fatigue des fois. Bah écoute, t'as parlé de multivers. Et moi, je vais vous parler un petit peu de multivers, Bah ouais. figurez-vous. Ah bon? Un tout petit peu en vous faisant de l'histoire Quelle éditoriale. surprise! Puisqu'on va parler de Ultimate Invasion et autre Ultimatry, c'est-à-dire Ultimate Universe en gros, mais qui contient un certain nombre de séries en VO, qui relance un nouvel univers Ultimate. Et c'est là que, avant, si vous comprenez peut-être pas déjà, c'est quoi l'univers Ultimate, même s'il y a des choses qui ont filtré dans la pop culture. Donc l'univers Ultimate, c'est Ultimate Marvel. C'est un univers à la base, pas celui-ci, mais le premier univers Ultimate qui a été créé au début des années 2000. Parce que l'univers Marvel tel qu'on le connaît existe depuis les années 60, même plus longtemps pour certains personnages parce qu'il y a eu des rachats d'éditeurs ou des changements d'éditeurs, des choses comme ça. Et dans les années 2000, Marvel sortait d'une phase qui était pas ouf, dans laquelle ils sont passés à côté de la banqueroute. Ils ont vendu un certain nombre de leurs licences à certains studios pour pouvoir gagner des droits d'exploitation, quoi. C'est ce qui fait que Spider-Man, les 4 Fantastiques, X-Men et le MCU n'étaient pas ensemble pendant très longtemps. Et en gros, le MCU, c'est Marvel qui a développé un studio pour faire ses restes après. La première production du MCU, c'est même Mutant X, sachez. Littéralement, ils ont dit, on n'a pas les droits des X-Men, on va faire les X-Men avec un autre nom, parce qu'on a le droit un peu, on est Marvel. Donc au début des années 2000, ils créent un tout nouvel univers pour que les gens n'aient pas à se taper 40 ans de continuité, sachant que l'univers Marvel avait subi un certain nombre de choses au passage, qui étaient un peu compliquées à comprendre, un peu nulles, et parfois un peu lourde, et il crée un nouvel univers qui est plus actuel, où les héros vont grandir et se développer dans un monde plus moderne, avec un esprit plus moderne. Ça donne un certain nombre de séries qui ont eu un certain succès. D'un côté, les Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch, qui sont globalement les Avengers de cet univers, mais ça s'appelle les Ultimates, et qui vont nous montrer une équipe d'Avengers un peu plus... alors, globalement, il faut se dire, quand ils se sont dit on va faire un truc dans l'esprit plus moderne, c'est des super-héros plus de droite. Alors, les super-héros sont pas mal de droite. C'est du Mark Millar, quoi. What did you expect? Voilà, en tout cas, c'est des héros un peu plus... Enfin, c'est un peu plus sombre que l'univers de base. Clairement dans l'esprit des Ultimates. À côté, on a Ultimate Spider-Man de Brian Bendis et Mark Bagley pendant une centaine de numéros, après un certain nombre d'auteurs comme... d'artistes comme David Lafuente ou Sarah Pichelli, qui ont mené jusqu'à, après plus de 100 numéros, un gros event dans lequel l'univers Ultimate, qui commençait après une dizaine d'années, un peu moins, à s'embourber lui-même dans sa continuité, qui a un peu foutu le bordel, qui s'appelait Ultimatum, qui a tué un certain nombre de héros, qui a foutu le bordel sur la Terre et qui a créé un univers un peu plus restreint dans lequel c'était un peu plus sombre et Captain America devenait un dictateur, des choses comme ça, quoi. Et Peter Parker meurt, sachant que dans l'univers Ultimate, les morts étaient globalement définitives. C'était l'idée. Les morts sont définitives. Et à partir de là, est créé un nouveau super-héros qui s'appelle Miles Morales, un nouveau Spider-Man qui vient remplacer Peter Parker dans l'univers Ultimate. Et c'est ça le gros impact sur la pop culture aujourd'hui, c'est que Miles Morales, il a fait transfuge. L'univers Ultimate est mort au bout d'un moment. Post-Ultimatum, il y a eu un certain nombre d'auteurs qui sont passés, dont Jonathan Hickman, qui avait déjà fait ses Fantastic Four, ou commençait ses Fantastic Four à l'époque, qui vient transformer le personnage de Reed Richards de l'univers Ultimate en un super vilain ultime, qui est le Maker. C'est lui, là, qu'on voit? Ouais, c'est lui qu'on voit, ouais. Qui est du coup Reed Richards, si on considère que Reed Richards... Il y a une échelle des intelligences dans l'univers Marvel, des personnes les plus intelligentes. Et Reed Richards, c'est globalement l'homme le plus intelligent de la Terre. Ce Reed Richards-là, c'est un peu le plus intelligent du multivers, quoi. Il a une connaissance quasiment ultime et c'est un super vilain assez parfait. Beaucoup plus tard, en 2012, Jonathan Hickman commence un run sur les Avengers pendant 3 ans où il va introduire l'idée que le multivers, justement,
Du coup, dans les Avengers de l'univers classique, le multivers commence à s'effondrer sur lui-même. Et là aussi, les différentes dimensions entrent en incursion, et il y a un truc qui est, soit il y a un univers qui détruit l'autre, soit les deux sont détruits. Et du coup, il y a un certain nombre de choix moraux qui vont être faits, et d'univers qui vont peut-être y passer. Et tout ça mène, en 2015, plus tard, après 3 ans d'histoire, sur Secret Wars, qui est la fin du multivers Marvel, où Fatalis a globalement regroupé beaucoup de morceaux de réalité disparue sur une Terre. Ça va se battre, et à la fin, Reed Richards réussit à gagner et à battre Fatalis et à recréer le multivers Marvel en un tout nouveau univers, en considérant que les autres globalement sont détruits. Et c'est là que Miles Morales passe dans l'univers normal, et que le Maker malheureusement survit à ce moment-là et se fait emprisonner sur l'univers classique. Et c'est là qu'on arrive avec Ultimate Invasion, où un nouvel univers Ultimate va être créé par le Maker de l'univers original Ultimate. Donc la Terre 1610, c'était l'univers Ultimate. La Terre normale, classique, c'est l'univers 616. Et dans Ultimate Invasion, Jonathan Hickman revient et il récupère ses jouets. Ça devait être écrit en plus par Donny Cates à la base, qui est pas du tout le même genre de scénariste. C'est plus du blockbuster, mais qui s'est fait un bon nom sur Venom et qui a fait du... comment il s'appelle, son Cosmic Ghost Rider, enfin un paquet de trucs pendant un laps de temps assez court chez Marvel, avant d'avoir un grave accident qui l'a empêché de travailler depuis peut-être 1 ou 2 ans maintenant, je pense, facilement. Et du coup, Hickman récupère ses jouets, il fait s'évader le Maker, qui va créer un tout nouvel univers dans lequel il va faire l'univers qu'il veut, en fait, l'univers qu'il peut contrôler. Et du coup, Ultimate Invasion, c'est son évasion et la découverte de ce nouvel univers dans lequel on le voit aller jouer avec l'histoire et empêcher la création d'un grand nombre de héros. Empêcher que l'araignée morde Peter Parker, empêcher que Captain America soit retrouvé, empêcher un certain nombre de trucs qui font que la timeline est complètement modifiée et qu'un certain nombre de héros n'existent pas. Et lui, il va se poser en leader de ce monde qui contrôle une cabale qui se divise le monde pour faire régner une sorte de paix générale où, clairement, l'idée du Maker, c'est vraiment de se faire son monde parfait, et il a une certaine idée d'utopie où, via le fascisme, il peut avoir un monde qui est moins violent, qui est un peu plus clean de son point de vue, mais qui va avoir un twist, c'est qu'il est obligé de... Enfin, il y a une sorte de logique orwellienne avec... il doit toujours y avoir un ennemi. Face aux autres, de toujours y avoir un ennemi, puisque jadis, il a fait une expérience dans l'univers Ultimate original. Il avait créé une cité hors du temps, dans laquelle, en 1 mois, il se passe 1000 ans. Pour faire ses expériences sociologiques, il avait conclu que la paix totale ne fonctionne pas parce qu'il y a toujours... Il dit bien en plus, ce que je trouve assez intéressant dans le discours, il dit pas que tous les gens ont besoin à un moment d'un ennemi, il dit que la plupart des gens pourraient très bien vivre dans la paix et tout, mais qu'il y a des gens qui le refusent totalement et que ça mène toujours à un conflit qui va dégénérer. Et du coup, il crée ces conflits artificiellement au sein de ce nouvel univers. Sauf que ça va pas plaire à tout le monde forcément, et qu'il y a des gens qui aimeraient bien corriger les choses, il va se créer des ennemis. Et ça va laisser Ultimate Invasion dans une situation... le Maker est dans une certaine situation à la fin d'Ultimate Invasion, et ça ouvre la possibilité à ce que d'autres personnes influent sur le reste de l'univers Ultimate pendant ce temps-là. Lui, il est dans une sorte d'endroit où on sait qu'il ne ressortira pas avant, a priori, 2 ans. Donc en plus, c'est un truc assez caractéristique de Hickman, c'est qu'il crée un compte à rebours éditorial, c'est-à-dire que, par exemple, sur Avengers, on savait qu'au bout de 3 ans, il allait se passer un gros truc. Là, on sait que dans 2 ans, dans l'univers Ultimate, il devrait se passer quelque chose, et en attendant, les scénaristes peuvent jouer avec les jouets pendant 2 ans, et on verra ce que ça donne, quoi. C'est dessiné par Bryan Hitch, et c'est assez important, puisque c'est Bryan Hitch qui n'est pas un dessinateur, c'est pas un... plus comment ils les appellent, les jeunes chez Marvel, les young, c'est pas la jeune génération de nouveaux artistes. C'est lui qui dessinait Ultimates à l'époque, et c'est important parce qu'il y a de la branlette intellectuelle de Jonathan Hickman. Si vous regardez par exemple là l'image de droite, c'est quasiment un copier-coller de certaines cases d'Ultimates de l'époque, avec des dialogues repris de Ultimates de l'époque, mais des personnages différents, dans des situations différentes. Parce que là par exemple Iron Man, c'est pas Tony Stark, c'est un autre personnage. Et du coup, voilà, il y a une sorte de parallèle éditorial qui est fait dans la publication, et c'est pour ça que Bryan Hitch a été amené, je pense, sur le truc. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur Ultimate Invasion? Après, on va parler d'Ultimate Universe. C'est pas un tout nouvel univers. Ultimate Invasion, c'est vraiment de la continuité qui prend en compte l'univers Ultimate. Et l'univers 616, on part de l'univers 616 dans la série. On a à gauche, on peut voir les personnes qui sont historiquement les Illuminati,
qu'on a pu voir dans Multiverse of Madness par exemple, avec, Namor n'y était pas, mais Black Bolt, Professeur Xavier, Black Panther, Iron Man, Doctor Strange, et qui pendant un moment étaient ceux qui contrôlaient un petit peu le monde, qui faisaient leur bail en mode Illuminati dans leur coin, dans l'univers Marvel, et qui se sont à un moment fait recte, et là qui sont réunis par les circonstances. Donc on sait que eux, à un moment, ils vont réintervenir plus tard éditorialement. C'est pas encore le cas dans Ultimate Invasion, on n'en est pas là. C'est une mini-série en 4 numéros, Ultimate Invasion. Mais on est vraiment sur un... Ils sont là en début de série, on sait qu'on les reverra dans le futur, il va se passer quelque chose. Il y a des dialogues entre Reed Richards et son homologue, le Maker, bien sûr, qui sont assez lourds de sens. Tout ça pour dire, voilà, Ultimate Invasion, alors je l'ai mis avant, je crois que c'est 22€, c'est sorti début d'année, le 6 mars. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que suite à ça, il y a l'univers Ultimate qui a commencé officiellement avec ses séries à lui, qui est publié chez Panini depuis la semaine dernière, depuis le 2 octobre. Donc il y a un certain nombre de séries. Pour l'instant, il y a Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men et Ultimate Black Panther qui sont réunis dans le magazine Ultimate Universe. Il y a aussi un one-shot Ultimate Universe qui vient faire le lien entre le début de cet univers. Alors c'est quand même vachement mieux graphiquement. Hein. Pardon, Hitch, c'est le vieux de la vieille. Hein. Maintenant, Hitch, c'est à l'ancienne, ouais, c'est sûr, ça a mal vieilli. Fatigant. Du coup, on a une sorte de numéro de lancement de l'univers Ultimate post-Ultimate Invasion qui s'appelle Ultimate Universe et qui est inclus dans le numéro 1 de Ultimate Universe chez Panini Comics, qui contient donc ce one-shot, 2 numéros d'Ultimate Spider-Man, un numéro de Ultimate Black Panther et un numéro d'Ultimate X-Men. Et en effet, alors graphiquement, ça déboîte un peu. Sur Spider-Man au milieu, c'est Marco Checchetto qui dessine, c'est Jonathan Hickman qui a écrit. Le statut de Spider-Man, comme je vous l'ai dit, je voulais un petit peu spoiler, mais en fait c'est dès le premier numéro d'Ultimate Invasion, dans son nouvel univers, il a empêché la création d'un certain nombre de héros, il a empêché Peter Parker d'être mordu adolescent, et du coup on retrouve Peter Parker adulte, marié avec 2 enfants, et à qui on va apprendre... Mais avec Mary Jane quand même. Mais avec Mary Jane quand même. On n'a pas le pourquoi, c'est pas Gwen Stacy par exemple, mais c'est avec Mary Jane. Donc là, c'est un petit peu le... Regardez, on vous fait ce qui a été effacé de la continuité classique, puisque à une époque, Peter était globalement plus âgé, marié à Mary Jane, prof, et il y a eu... Enfin voilà, il y a des choses se sont passées dans l'univers classique pour que ça soit annulé. Et du coup, on a un peu ça, mais Peter n'est pas encore Spider-Man et va devenir Spider-Man je vais pas vous spoiler comment. Marco Checchetto, grosse tuerie sur le numéro, vraiment, c'est absolument magnifique. Jonathan Hickman, qui est souvent décrié pour écrire froidement, montre que c'est pas forcément le cas. Il écrit froidement parce qu'il a envie d'écrire froidement, mais s'il veut écrire Spider-Man, il peut, et ça marche plutôt bien. C'est très introductif les 2 numéros, mais vous verrez, alors Ultimate Universe, du coup, explique... une fois qu'on a le maker qui est pas, qui est dans son truc où il va se passer des choses, explique la liaison et comment certains personnages vont justement essayer d'effacer ce qu'il a fait, effacer les modifications ou les corriger dans le présent, les modifications qu'il a fait, puisqu'il les a fait de 1963, je crois, à 2023, ces modifications dans la timeline. Donc il y a un certain nombre de... On est en 2023 ou 2024 maintenant dans la série, et Peter, ça doit être en 2003, je pense qu'il n'a pas été mordu, quoi. Donc il est bien plus âgé et il va pas être Spider-Man depuis le passé, il va devenir Spider-Man dans le présent, en ayant eu sa vie d'adulte. Donc en plus, il y a tout ça à gérer avec sa relation avec ses enfants et sa famille déjà existante alors qu'il va devenir Spider-Man. Ultimate X-Men, c'est écrit et scénarisé et dessiné par Peach Momoko, dont je vous ai déjà parlé sur Demon Days. C'est carrément Demon Days dans l'univers Ultimate. Je crois que c'est Isako, je me demande si c'est pas le même personnage Isako qu'elle avait créé pour Demon Days. En tout cas, c'est les mêmes pouvoirs, donc je pense que c'est le même personnage. Pour l'instant, le numéro 1, c'est très introductif. Ça se passe du coup au Japon. Donc on va voir les X-Men au Japon, et dans le numéro 1, vous verrez pas de X-Men. Il y a des mutants connus qu'on voit dans les autres numéros avant, qui sont pas forcément dans leur situation classique, de par le fait que l'histoire a changé. Mais là, on va voir Alors, quand je vous ai dit que le Maker avait une sorte de cabale qui dirigeait le monde, en fait, ils ont un partage territorial. Et il y a un petit twist justement dans Ultimate Invasion, c'est qu'il y a un personnage, celui qui contrôle la zone des États-Unis meurt, et les autres vont décider plutôt que de choisir un nouveau leader pour les États-Unis, de se partager le truc, ce qui va être un élément important des intrigues à venir. Et du coup, on va voir tous les membres de la... Pour l'instant, les 3 séries ont chacun des membres de la cabale qui influent sur leur série à eux. Et donc là, c'est ce personnage-là qu'on voit en haut à droite qui va découvrir a priori ses pouvoirs et découvrir qu'il y a des gens qui essayent d'avoir affaire à elle. On ne sait pas trop pourquoi encore, c'est vraiment très introductif le numéro 1.
Et Black Panther, c'est Brian Hill qui écrit, que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert sur la série. Et c'est Stefano Caselli qui dessinait aussi Ultimate Universe. C'est vachement... Comment dire ? Alors, j'ai pas lu des masses de Black Panther parce que souvent c'est très mal écrit. C'est vachement plus classique dans ce que ça présente, parce que étant vachement moins familiarisé avec Black Panther, si vous avez les bases du MCU, c'est quasiment suffisant. De savoir que c'est un royaume caché en Afrique et qu'il y a le Black Panther et qu'il y a une histoire de roi et voilà. Là, c'est T'Challa qui est roi, son père est encore vivant, mais parce qu'il a dû passer le flambeau à un moment. Il y a des situations qui changent, mais dans l'idée, l'esprit, c'est l'esprit Black Panther. Même s'il y a un petit truc à la fin où je me dis, il y a des choses qui vont se passer. Et vraiment, les personnages qui interviennent jusque-là, c'est vraiment des personnages qu'on a vus dans le MCU. Il y a presque du fanservice. Je veux dire, on reprend, comment il s'appelle le personnage de Michael B. Jordan, j'ai perdu son nom, dans Killmonger. Oui. Il y a Killmonger qui a un rôle qui est quasiment fanservice. C'est pas un méchant, c'est une force alternative qui va faire ces trucs parce que le Wakanda le fait pas, quoi. Et le statu quo du Wakanda va changer très vite dans la série et j'attends de voir faire quoi ça va aller. Ça a l'air plutôt intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas de faux pas, je trouve. Ultimate X-Men, c'est presque un peu chelou de le mettre dedans, mais c'est lié à l'univers. On a des références même dans d'autres séries, des choses qui se sont passées, qu'on voit dans ce numéro-là. Mais graphiquement, dans l'esprit, ça a l'air un petit peu différent, un peu plus lent. Donc j'attends de voir comment ça va s'articuler. Je sais que, moi j'ai lu que les numéros qui correspondent à Ultimate Universe 1. Donc j'ai aucune idée de la suite pour l'instant. Mais en tout cas, ça me donne vraiment envie de continuer la suite. Et c'est à la fois une sorte de pente de continuité et pour les fans de Jonathan Hickman et un nouvel univers avec que 3 séries pour l'instant qu'on peut suivre assez facilement parce que c'est que 3 séries. Donc je trouve que c'est un très bon retour. J'avais un peu peur parce que la fin de l'univers Ultimate, la fin de la publication des univers Ultimate avant Secret Wars, j'étais pas très fan. Mais là en plus ils ont vraiment mis au dessin des tueurs, quoi, des tueurs et des tueuses. Donc il y a peu de meufs, hein. Du coup il y a que Peach Momoko qui est sur une série, elle est toute seule. Sinon il n'y a pas de meufs. On verra par la suite, ça serait pas déconnant de ramener Sarah Pikeli ou des dessinatrices comme ça, au moins ne serait-ce que pour les dessins. Mais je sais même pas s'ils ont vraiment prévu s'ils ont prévu d'étendre énormément en titres par la suite. Pour l'instant, ils s'en tiennent à ces 3 séries. Et vraiment une très bonne lecture. Je sais pas si l'une de vous a lu ne serait-ce que de l'univers Ultimate ou Secret Wars ou des choses comme ça. Non, je ne me risque pas à rentrer dans cette C'est de l'univers Marvel. Il y a beaucoup trop, comme disait Guigui, j'ai décidé de ne pas lire non plus. Non, par contre, je me posais la question, ça sort sous quel format, quelle pagination, tous les combien? Ça sort en kiosque aux US ou ça sort direct en TPB Non, aux US, ça sort en single. Qui doivent être à $5 le single maintenant, je pense. Ah ouais, quand même. Il y a les paginations, ça dépend, je crois que Spider-Man, Spider-Man, c'est assez paginé. Les autres, c'est entre 30 et 40 pages, entre 25 et 40 pages les titres. Là, ça sort dans un format, ça doit faire dans les 120 pages ou 116. Okay. Ils ont plus trop de kiosques Panini, c'est de la publication entre le kiosque et la librairie, quoi. Et sur un format qu'ils avaient commencé avec l'ère Hickman, justement, des X-Men, où en plus avec de la republication en format plus assez rapide, en format plus classieux des séries intégrales ou des choses comme ça. Mais du coup, ça coûte Ultimate Invasion, c'était 22, je crois que c'est 16 sur Ultimate Universe. Mais c'est un truc comme ça. C'est entre 15 et 20 euros Ultimate Universe pour l'équivalent d'un TPB. Ouais. En pagination, c'est un TPB. En tout cas, ça donne envie de s'y remettre. Okay. J'espère que je vous ai pas perdu parce que... Si, t'as un peu mindfucké mon cerveau. J'aurais pu aller plus loin, mais... C'est pas si compliqué en plus, mais je pense que je m'y suis pas pris dans l'ordre. Mais c'est ça qui est intéressant en plus avec Hickman, c'est que les trucs qu'il a plantés il y a 15 ans, il continue de les utiliser, quoi. Que ça soit dans Fantastic Four ou dans Ultimate. On peut lire, on peut ne pas se farcir la vingtaine d'années et commencer direct par là ou pas? Ah non, faut que t'apprennes tout par cœur. Bien sûr. Non, et puis même, tu peux commencer Ultimate Universe, les séries te disent au début le statu quo de ce qu'a donné Ultimate Invasion, en fait. T'es même pas obligé de lire Ultimate Invasion si t'as pas envie de voir du Hitch. Même si, pour moi, c'est du Hitch plus beau que ce qu'il faisait récemment. Que ce qu'il a fait sur Justice League ou autre. Je trouvais que des fois, il avait un peu la flemme. Des fois, il est un peu long aussi. Mais bon,
après tout, il a le droit, si ce rythme lui permet de vivre, très bien pour lui. Mais il y a Ezad Ribic à côté, par exemple, qui met 4 mois entre 2 numéros. Donc, avec Hickman sur Alien versus Avengers, c'est très marrant. Mais ouais, non, tu peux commencer directement Ultimate Universe. Presque le Ultimate Universe qui est à l'intérieur du Ultimate Universe, mais l'Ultimate Universe single VO est plus important que l'Ultimate Invasion quasiment dans la transition. En tout cas. D'accord. Et c'est super intéressant parce que ça donne, sur Spider-Man par exemple, ça donne des statu quo assez différents de son statut familial, des personnes qui sont mortes autour de lui ou qui sont vivantes, quoi. Et notamment, on le voit aller au Daily Bugle à un moment, et sa relation avec le Daily Bugle n'est pas du tout la même. J. Jonah Jameson, c'est pas du tout le même. Sachant que dans l'histoire de J. Jonah Jameson, tu sais qu'il a perdu son fils à un moment. Donc tu te dis, il y a des choses qui ont dû changer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont dû changer pour que tu en arrives à un J. Jonah Jameson qui est presque le Perry White, en fait, dans l'état d'esprit. Ok. Bah écoute, moi je le note. Graphiquement, en tout cas, il y en a qui ont l'air de déchirer la rétine. Donc au moins jeter un œil graphiquement dessus, ça peut être pas mal. Ouais. Bah, j'ai envie de dire tous, hein. Parce que Kazeli, Keketo et Moko, franchement, il n'y a pas grand-chose à acheter. Presque Kazeli, c'est le plus faible, alors il est déjà pas mal fort, quoi. Il dessine une Sif dans Ultimate Universe qui est assez incroyable. D'accord. Et un Thor aussi. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez sinon des lectures en cours ? Moi, j'ai lu, juste avant le podcast, j'ai lu The Terminator numéro 1 de Declan Shalvey. Et je me suis bien fait chier. En tant que fan de Terminator, je me suis bien fait chier. Et du coup, très déçu. C'est un nouveau ou... Ouais, une nouvelle série ongoing. Shalvey scénarise. Je sais même plus si c'est lui qui dessine aussi ou si c'est quelqu'un d'autre. Moi, le titre que je voulais vous évoquer en début de podcast, c'est « Tu n'auras pas mon silence » de Florence Rivière et de Steren chez Marabout, donc qui parle d'emprise et de PTSD et de comment s'en sortir, quoi. Ah, un truc encore pas lourd du tout, quoi. Ouais, voilà, donc un trigger warning plus, mais c'est vraiment intéressant à lire, quoi. Mais là, si la personne avec qui je vis a fini de le lire, je vais pouvoir me plonger dans Ginger Roots de Craig Thompson, qui est sorti chez Kesterman récemment. Ça fait très longtemps que Craig Thompson n'a pas sorti un bouquin. Son dernier, c'était, je sais plus, c'était Bibi ou c'était un autre. Enfin bon, bref, donc c'est encore un bon gros pavé, donc j'ai hâte de m'y mettre. Voilà. Et toi, Corée ? Bah écoute, moi j'ai décidé de relever un peu le moral de la troupe en lisant la trilogie Aeong de Miae Seo. C'est une autrice coréenne et en gros on va retracer la vie d'une enfant jusqu'à, je pense, sa vie d'adulte, j'en suis au tome 2, d'une enfant psychopathe et tueuse en série, parce que pourquoi pas. Faut pas discriminer, tout le monde a le droit. Voilà, et donc le premier tome s'appelait Bonne nuit maman. Je l'ai terminé il y a pas très longtemps, et le deuxième, je vais sûrement le commencer ce soir, c'est Chute, c'est un secret. Donc je vais du coup découvrir son adolescence. Voilà. Et est-ce qu'elle a fait partie de l'institut de Stephen King que je viens de finir d'ailleurs ? Oui. Ok, d'accord. Un jour, on va faire un podcast Stephen King, vous allez me mindfucker. Complètement. J'ai vraiment pas lu une ligne de Stephen King. Donc, jamais. À part peut-être, j'ai peut-être lu des lignes de Stephen King dans American Vampire de Scott Snyder, dans lequel il y a des parties écrites qui sont par Stephen King dans les premiers tomes. Et c'est le seul écrit de Stephen King que j'ai lu. J'ai lu en VO du coup. Mais... Laisse-moi une petite heure où je te parle de la Tour Sombre, on va parler de multivers, on va parler je te dirais que j'ai vu le film. Plein de choses. Non, pas le film. Il paraît que c'est une catastrophe. Lave-toi les yeux avant. Non, c'est-à-dire que je connais pas la Tour Sombre, mais une certaine base, quoi. Mais j'ai vu le film. Et c'est chaud. Non, mais c'est pas le film qui compte. Okay. non, clairement. Il devait pas faire une série, et puis, enfin, à la base, il y avait pas genre 3 films. Si, sur Amazon Prime, finalement, ça a été abandonné pour une question d'argent, c'est bête, je crois, et peut-être de réalisateur. J'ai pas tout suivi l'affaire. Je pense qu'ils essaient de refaire un truc, mais je suis pas sûre. Enfin, en même temps, je pense que La Tour Sombre, c'est le truc le plus casse-gueule à essayer de monter, parce que, ouais. Mais je sais que de mon côté, moi, j'ai
avec les comparses du roi Steven. Du coup, je les ai suivis en relecture, du coup, pour La Tour Sombre. Et du coup, la 19e Palabre, où du coup, ils y vont vraiment en profondeur. Et je me régale, quoi. Je dois être à ma troisième lecture du cycle. T'as une motivation que je n'ai pas. Du temps que je n'ai pas, je sais pas. Elle dort pas beaucoup, je te rappelle. Tu joues moins Age of Empires. J'ai atteint le niveau 500 sur Age of Empires 4 aujourd'hui. C'est pas vrai. Je crois que je suis à 3000 heures de jeu à peu près. Je m'en rends pas compte, c'est beaucoup, je n'y joue pas. Donc, ouais, c'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Ouais. Enfin, c'est pas un niveau en ligne, en classé ou autre. C'est le niveau des points d'expérience que tu accumules dans le jeu à force de jouer, quoi. D'accord. Du coup, 500, c'est vraiment... Ouais, c'est... J'ai 3000 heures. Oui, c'est beaucoup. Oui. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Bah voilà. Fais moins d'Age of Empires et lis plus de Stephen King. C'est la conclusion. Bah, figurez-vous que j'ai installé Space Marine 2, que j'ai commencé. Et j'aime bien. Donc, je vais continuer Space Marine 2. Vas-y, nargue-moi. Parce que tu l'as pas, tu veux y jouer. C'est hyper bien, J'avais joué à Helldivers 2 il y a pas longtemps, et il y a des trucs un peu similaires quand tu te bats contre les tyrannies, des trucs en mode... t'as des nuées, quoi. Et c'est vachement plus lisible et plus jouable dans Space Marine 2. Alors que t'as l'inertie du perso qui est un peu lourdeau et tout, mais... Et puis le lore, j'y connais rien du tout, mais je trouve que ça t'introduit très bien le truc de... Alors c'est le futur, c'est fasciste, il y a de la violence partout. Ouais, c'est génial. Ça va pas être gentil, ça te dit ça globalement au début. Et puis après, le lore, enfin tu découvres un petit peu du lore à travers les persos, la Deathwatch, tout ça. Ouais, c'est facho, mais c'est de l'esprit facho, c'est sûr. Mais le gameplay et les graphismes aussi sont hyper beaux. Ouais, pour l'instant c'est très cool. Ouais. J'ai pas joué en multi encore, parce que je crois que si tu joues en multi, ça te spoil la campagne et j'ai pas fini la campagne. Mais vraiment, je m'amuse bien sur Space Marine 2. Ah, d'accord. Monsieur Coré m'a fait une très bonne blague, c'est-à-dire qu'il m'a dit « Ça y est, j'ai fini Hades, j'ai le générique. » Et là, je l'ai regardé d'un air désespéré, genre « Mais c'est pas la fin du jeu, en fait. » Le 1 ou le 2 ? Le 1, du coup. Parce que le but, c'est qu'en fait, il termine un des jeux, donc ou Fallout 4 ou Hades. Bon, Hades, on saura que c'est non, mais bon, c'est pas grave. Et après, il prend Space Marine 2. Donc moi, je suis un petit peu au taquet, tu vois. Bien sûr, j'attends. Bah écoute, quand t'auras fini la campagne, on fera du multi. Voilà. Quand t'auras le jeu. Un jour. Il y a à dire aussi quel jeu, si tu veux faire du multi, il m'a proposé déjà. Je vais le lancer dès que j'aurai fini la campagne. Bah écoutez, si vous avez plus de remarques ou de questions, on va s'arrêter là, on va faire un petit raid. Ça marche. Allez. On se quitte là, on se retrouve dans 2 semaines, pas le lundi, on sait pas encore, jeudi, mercredi, ça risque d'être jeudi ou mercredi, mais on vous redira. Et puis en attendant, bonne semaine. Bonne semaine. Et bonne lecture. Bonus. Trax.